Bonjour François, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc avocat à Liège. Peux-tu m'expliquer la formation que tu as suivie? Donc, pour pouvoir accéder au titre d'avocat, donc tu dois, le préalable obligé, c'est de détenir ce qu'on appelle maintenant un master en droit. À l'époque, moi, c'était toujours une licence en droit, c'est 5 années universitaires. Et donc, dès que tu détiens le master en droit d'une université belge, je suppose que c'est des équivalents si tu viens de l'étranger, alors là, tu peux prétendre au titre d'avocat et accéder à la profession. Donc, c'est le seul finalement, préalable obligé au niveau académique, c'est d'être titulaire d'un master en droit. D'accord, 5 années d'université. Ouais. ok. Est-ce que tu peux nous expliquer le parcours que tu as suivi à partir du moment où tu as été détenteur de ton diplôme? Mais donc, moi, j'ai fait le droit sans avoir une idée précise de ce que je voulais faire comme métier plus tard. Au sortir du secondaire, j'hésitais entre de la géographie. Enfin, c'était de la géographie que je voulais faire, mais je craignais de n'avoir d'autre choix que de terminer par une carrière dans l'enseignement. Je ne dis pas que ça aurait été quelque chose de bien, mais ça limitait peut-être les perspectives. Et donc, j'ai fait le droit parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et parce que ça offrait un panel très très large de possibilités. Et au terme des 5 années, je n'étais pas encore convaincu par le barreau. Niveau familial, je n'ai pas de connaissance du milieu judiciaire. Donc c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et donc je m'orientais plus vers une carrière dans l'entreprise. Et donc, au terme de mes études, j'ai poursuivi mes études. J'ai fait d'ailleurs une spécialisation en droit économique dans l'optique d'un peu essayer de voir ce que je voulais concrètement faire comme travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un stage dans un bureau d'avocat où, outre une activité d'avocat, ils avaient une activité de curateur pour des faillites d'entreprise. Et c'est là que je me suis dit que c'est vraiment ce métier-là que je voulais faire. Et donc, c'est là que j'ai postulé dans le cabinet dans lequel j'ai fait mon stage. J'ai postulé pour être avocat. Parce que pour être avocat, il faut, outre le diplôme, il faut faire 3 ans de stage auprès d'un avocat qui a une certaine expérience. D'accord. Est-ce que tu dois repasser un examen au terme de ce stage ou bien dès que le stage est terminé, c'est bon? Alors, le stage dure 3 ans. Il y a toute une série de choses à respecter pendant le stage, notamment en termes de formation. Le maître de stage doit aussi confirmer qu'on a fait un certain nombre d'heures et qu'on a eu un travail de qualité, etc. Mais aussi, outre l'aspect relation maître de stage stagiaire, il y a effectivement le barreau. Chaque barreau l'organise un peu à sa façon, mais chaque barreau organise ce qu'ils appellent le CAPA, un certificat d'aptitude professionnelle, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui est un examen qu'il faut réussir et qui est une des conditions qu'il faut réunir dans les 3 années du stage pour pouvoir alors être inscrit sur la liste du barreau et donc ne plus être avocat stagiaire. Ouais. Donc c'est un examen qui ressemble un peu à un examen d'université. Pendant toute l'année, le barreau organise des formations et au terme de cette année-là, vous êtes interrogé sur les formations qui ont lieu dans les domaines les plus divers, mais comme l'université le prévoit, il y a un peu toutes les matières qui sont revues avec fatalement une orientation par. D'accord. Merci. Donc, au terme donc de cette formation, donc des 5 ans, 5 années universitaires plus du stage, tu te lances alors comme avocat ou est-ce que tu es déjà avocat quand tu commences ton stage? Comment est-ce qu'on peut parler de Oui, ça? oui, c'est un peu ambivalent parce que donc, dès que vous êtes. Il y a un formalisme à respecter. Donc, le parquet vérifie qu'on n'a pas un casier judiciaire qui serait incompatible avec la profession. Il y a une prestation de serment qui se fait en bonne et due forme devant la cour d'appel. Donc, il y a tout un formalisme à respecter. Et puis, effectivement, dès que vous avez prêté serment, vous êtes avocat avec toutes les mêmes prérogatives qu'un avocat qui a 50 ans de barreau. Et donc, vous évoluez. Votre seule obligation, finalement, c'est pour une partie de votre temps, le consacrer à votre maître de stage, mais rien ne vous empêche en parallèle de déjà développer une clientèle, d'avoir vos propres dossiers, enseigner par ailleurs, ou avoir des activités compatibles avec le barreau. Mais effectivement, au bout de ces 3 années-là, si vous voulez ne plus être considéré comme avocat stagiaire et être avocat inscrit sur la liste du barreau, vous devez présenter un dossier au Conseil de l'ordre qui démontre bien que vous avez respecté toutes les conditions, en ce compris la réussite de ce certificat d'aptitude professionnelle. D'accord. Ok. Et donc, toi, au terme de toute cette formation, tu te lances comme indépendant, tu ouvres ton cabinet ou bien tu travailles dans un autre cabinet? Comment est-ce que ça se passe? Donc, le statut social de l'avocat est indépendant. Donc, qu'il soit stagiaire ou non stagiaire, c'est un travailleur indépendant.
donc qui a sa rémunération d'une part par le maître de stage qui le rémunère en contrepartie du travail qu'il fournit, et par ailleurs, si ce jeune avocat-là est déjà sollicité par une clientèle potentielle, il facture ses prestations à cette clientèle-là. Moi, personnellement, au terme de mon stage, j'ai poursuivi au sein du cabinet dans lequel j'ai fait mon stage. J'ai encore travaillé 2 ans là-bas comme collaborateur, et donc le cabinet génère une activité et me confie une partie de son travail. Et au bout de 5 années, j'ai décidé de me lancer de mon côté, de créer mon propre cabinet. Donc je l'ai lancé après 5 ans d'activité. D'accord. Quelles sont les activités que tu as particulièrement développées dans ton cabinet, sans indiscrétion? Alors moi, personnellement, je me suis orienté vraiment dans le droit de l'entreprise. Je crois pour 2 raisons. C'était mes affinités dès le départ. Je n'ai pas été attiré par le barreau pour ce qu'on voit plus dans les médias, les affaires pénales. Donc, ce n'était pas ça qui m'intéressait dans le barreau. Et l'endroit où j'ai fait mon stage, fatalement, on est quand même fort aussi orienté par ce qu'on a pratiqué. Et le cabinet dans lequel j'ai travaillé était surtout orienté entreprise. Donc, c'est un peu naturellement que je ne fais je ne fais plus que cette activité-là maintenant, cette conseillère d'entreprise qui n'est qu'une branche de l'activité finalement. Hein. Parce que je trouve ça un peu la richesse du barreau, c'est qu'il y a une multitude de matières et il n'y a pas 2 avocats qui font la même chose ou traiter peu et chacun fait un peu les matières qu'il affectionne. Donc c'est très très varié. Oui. Est-ce que tu peux nous définir dans les grandes lignes à quoi ça correspond le droit de l'entreprise? Donc dans l'entreprise, c'est une entreprise est un acteur économique, hein, quelle que soit sa taille, quel que soit son statut juridique, fiscal ou autre, et il rencontre des difficultés, que ce soit avec un client, avec un fournisseur, avec l'administration fiscale, avec son employé, avec son associé. Et donc, en fait, nous, au bureau, on essaye d'aider ces personnes-là qui rencontrent une difficulté parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'il y a une dispute avec son associé, parce que leur fournisseur habituel ne les fournit plus ou ne veut plus les fournir pour x, y raison, parce qu'ils ont des difficultés financières à un moment donné. Et donc, c'est ça, dans l'entreprise, c'est multidisciplinaire, c'est vraiment raccrocher un peu de fiscal, un peu de social, un peu de commercial. Il y a aussi beaucoup d'humain dans tout ça, et c'est réunir toutes ces connaissances-là pour essayer d'aider l'entreprise à avancer. C'est vraiment ça, c'est être à côté de l'entreprise et lui permettre de continuer, de se concentrer sur son objectif qui est faire développer son activité. Et ben, nous, on est à côté d'elle pour l'assister au mieux dans ce développement-là. D'accord. Est-ce que dans ce cadre-là, tu as des semaines types ou des journées types que tu pourrais un petit peu nous décrire? Journée type, c'est ça qui est chouette dans le métier, c'est que c'est pas redondant, donc je ne peux pas dire que les journées sont les mêmes qu'une autre, mais sur une vision hebdomadaire, donc fatalement, il y a le temps de travail sur dossier. Hein, donc le temps de travail sur dossier, c'est quoi? On a reçu une kyrielle d'informations du client, de la personne avec qui on est en litige. Nous, on doit un peu réunir toutes ces informations-là et essayer de traduire ça pour aider le client. Donc il y a le travail juridique sur dossier. Allez, ça, c'est quand même un tiers du temps. Un autre tiers du temps, ben, c'est le contact avec le client, il n'y a rien à faire. Le client a besoin de s'exprimer, a besoin d'expliquer comment il a vécu les problèmes. Donc, il y a des rendez-vous au cabinet, même si dans ma matière, beaucoup de choses se font maintenant par mail, par contact téléphonique ou Internet. Et le chef de l'entreprise ne vient pas tous les jours à mon bureau pour chaque nouveau dossier. Il y a une relation de confiance qui s'instaure, on se connaît, on sait comment on travaille l'un l'autre, et donc beaucoup de choses peuvent se faire plus facilement. Et puis, il y a le temps d'audience. Il n'y a rien à faire, on essaie d'éviter au maximum la phase judiciaire, mais quand on y est, aller au palais, attendre son dossier, plaider son dossier, revenir du palais, ça prend vite entre 1 et 3 heures par jour. Ouais. Ok, d'accord. Et à ce niveau-là, je sais que beaucoup de personnes qui nous regardent ont cette vision de l'avocat qui écume les couloirs du palais, etc. Est-ce que tu sais si dans d'autres domaines du droit, il y a plus de plaidoirie? Oui, donc déjà tout le pan pénal, est une matière qui est beaucoup plus orale. Et donc effectivement, il y a un travail juridique de fond, un travail d'écriture et de recherche, mais la phase orale est prépondérante en matière pénale. L'oralité du débat est quelque chose de fondamental en matière pénale. Et avec surtout une incertitude de durée de débat. C'est qu'un dossier pénal, une plaidoirie pénale peut durer une demi-heure comme 4 heures, et c'est assez difficile à l'avance d'anticiper ce qui va se passer. Et puis, une audience pénale, il faut peut-être attendre le détenu qui vient de prison, il faut attendre peut-être un traducteur. Et donc,
en matière pénale, ça prend énormément de temps. En matière familiale aussi. Tous les avocats qui font du droit de la famille, des séparations, des divorces, des pensions alimentaires, où les personnes sont de matière forte d'un point de vue humain. Donc, c'est aussi des personnes qui viennent aux audiences, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont envie d'être entendues auprès du juge. À divorce, peut-être que la plaidoirie va durer 12 heures comme 20 minutes, parce que chaque personne, chaque justiciable va réagir différemment. Et donc, c'est des matières qui, niveau énergie et niveau temps d'audience, pour ces avocats-là, prennent énormément de temps. Et d'ailleurs, pour eux, ils ont déjà passé quasiment toute la matinée, voire le début d'après-midi au tribunal. Voilà, nous nous retrouvons les aléas du direct. On a dû couper le premier enregistrement. Je suis désolée. Nous en avions donc fini avec les différentes matières qui constituent, dans les grandes lignes, hein, le droit. Est-ce que maintenant tu peux nous parler des côtés de ton métier que tu affectionnes particulièrement? Je crois que un des côtés les plus plaisants du métier, c'est la liberté totale dont on peut profiter d'un point de vue intellectuel. Il n'y a aucune limite à la réflexion, à essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait la différence entre un avocat efficace et celui qui l'est moins. C'est de ne pas rester dans des canevas tout faits ou dans des balises que le législateur aura instaurées, mais c'est vraiment de se dire j'ai un problème, le droit n'est pas une finalité, mais c'est un outil, c'est un élément de réflexion, mais on s'en sert et on va essayer de trouver des solutions. Donc on a une totale liberté dans le métier à ce niveau-là, mais aussi une totale liberté organisationnelle. On a même une immunité de plaidoirie, donc l'avocat peut vraiment, en termes de plaidoirie, exprimer sans limite pour essayer de soutenir la position de son client. Donc je pense que c'est vraiment un des points les plus agréables du métier, c'est cette totale liberté. Ouais. D'accord. Et un petit point négatif, un petit bémol à cette fonction d'avocat? Je ne sais pas si c'est inhérent au métier d'avocat. Oui, les deux petits bémols. Moi, personnellement, ce qui est déjà un peu regrettable, c'est l'image qu'a l'avocat dans les médias ou dans une certaine frange de la population. Et je ne sais pas trop, moi, à mon niveau personnel, quoi faire pour l'améliorer. Mais je trouve que c'est un peu biaisé, c'est faire des fois un mauvais procès à l'avocat parce que bien souvent dans les médias, on parle que des matières familiales ou pénales, enfin surtout pénales dans les médias. Et la population elle recourt souvent à un avocat aussi pour des problèmes familiaux qui ne sont jamais gays. Donc personne ne se dit, ouais, chouette, j'ai divorcé, je suis content de mon avocat. C'est toujours des moments difficiles dans une vie. Donc je trouve que l'image de l'avocat est des fois un peu terne et n'est pas celle qu'il mérite. L'autre chose, c'est pas lié vraiment à la profession d'avocat, mais ça peut lier peut-être à toute indépendance. C'est quand je ferme la porte de mon bureau, la journée n'est pas finie. Celui qui veut un confort de vie, si c'est considéré comme un confort de vie, de se dire je termine même tard, à 5, 6, 7, 8, 9 heures du soir, mais quand je ferme ma porte, ma journée est finie, je crois qu'avocat, c'est pas compatible. Quand je ferme la porte de mon bureau, ça veut dire je ne reçois plus de rendez-vous et je n'ai pas de dossier devant les yeux, mais la réflexion, c'est non-stop. Et donc, justement, c'est quand on n'est pas au bureau qu'on peut réfléchir. Moi, des fois, ça me réveille le matin et je me dis, ah, chouette, j'ai l'idée, ou j'ai trouvé la solution. Et c'est quand j'arrive au bureau que je la mets en route, mais on n'arrête pas de réfléchir. Et donc, il n'y a pas de pause. Voilà. Ou des fois, on peut se dire, c'est un peu épuisant parce qu'il n'y a rien d'acquis, il faut toujours tout remettre sur le métier et il n'y a pas de pause. Il n'y a pas moyen d'un peu. Enfin, c'est difficile, en tout cas, de faire le vide dans sa tête. Ouais. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions, qu'elles soient intellectuelles, émotionnelles, personnelles, pour pouvoir exceller, réussir dans ce métier? Alors, évidemment, je crois que le panel du droit et du métier d'avocat est tellement large que je pense qu'il y a des qualités sont plus propices à certaines matières, mais en tout cas, de moi, ce que je vis, de ce que je vois, et en tout cas dans les matières que je pratique, je pense que l'essentiel, c'est un esprit d'analyse et de synthèse. L'avocat est finalement un réceptacle de multitudes de stimuli d'informations, et son métier à lui, finalement, c'est de le digérer, de le synthétiser, de l'analyser et d'en ressortir une synthèse. Et c'est cette synthèse-là qui est réfléchie, créatrice, inventive, intelligente, qui doit essayer de convaincre ou soutenir la position de son client.
Donc je crois que c'est vraiment le premier élément, c'est cet esprit d'analyse et de synthèse. Et puis effectivement, il ne faut pas se le cacher, l'avocat à un moment donné il est à côté de son client, il le représente, il l'aide. Il y a des capacités intrinsèques d'expression orale en termes de plaidoirie, en termes de négociation, à un moment donné. Ça joue aussi. Ça joue aussi. D'accord. C'est un chouette résumé, je pense, que tu viens de nous proposer là. Et toute dernière question, est-ce que tu penses qu'il existe une phrase, un mantra qu'on peut appliquer à ton métier? Ah, on est à nouveau. On Voilà, avait c'est été bon, coupé. là. Ça reprend là. Voilà. Il Désolé. n'y a pas de souci. As-tu entendu la question ou pas? Non, non, je ne pense C'est la pas. question d'une une phrase, un mantra que tu trouves particulièrement d'application pour le métier d'avocat et que toi tu essayes d'appliquer le cas échéant. Moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est d'arriver à dire au client quand il se trompe ou ne pas rentrer dans le jeu du client si on pense qu'il fait mauvaise route. Donc nous, la ligne directrice, c'est pas. Je pense pas que l'avocat doit faire ce que le client veut qu'il fasse. L'avocat, il doit aider le client à avoir une solution raisonnée et qui, au terme de l'intervention, retrouve une certaine stabilité et pas plus de chaos qu'il n'y en avait avant que le litige ne naisse. D'accord. Voilà. Merci beaucoup François pour ton temps et pour tes précieuses réponses aux Avec questions, plaisir. en espérant que tu auras peut-être suscité l'une ou l'autre vocation. Je te souhaite Voilà. bonne continuation. Voilà, également, merci.